Je vais donner la parole maintenant à Jean-Marc Destaillat et à Bérénice Stedel pour cette initiative mondiale de l'OMS qui vise à justement améliorer la qualité des soins et promouvoir les droits des usagers. Cette initiative s'appelle Quality Rights, Bérénice. Je vous remercie pour cette opportunité de présenter le programme. Donc rapidement, moi je travaille pour le centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale. Nous avons en fait une reconnaissance de l'Organisation mondiale pour déployer ses orientations et ses programmes. Et donc parmi ces programmes des dernières années, il y a le programme Quality Rights. Alors comment a-t-il été conçu? Les équipes qui travaillent en santé mentale à l'OMS voulaient trouver des outils justement pour rentrer finalement dans les services de soins hospitaliers partout dans le monde en proposant un regard plutôt bienveillant, mais d'un regard tiers sur comment les droits des personnes sont respectés. Et c'est vraiment dans une acception du terme droit assez à l'anglo-saxonne. Donc c'est les droits comme tout ce qu'on vient d'évoquer là, mais c'est aussi les droits qui ont été évoqués par Stéphane Cognon tout à l'heure très, très justement aussi. Le droit d'avoir son téléphone portable, le droit de manger correctement, le droit d'avoir un rythme de vie dans l'unité que l'on souhaite, de ne pas être assujetti à des horaires infantilisants, des choses comme ça. Toutes les formes de droits qui permettent de récupérer, de conserver une façon de vivre au quotidien, une qualité de vie qui convient à chaque personne. Et comme on le sait, ces hospitalisations, elles sont parfois très longues. Et donc, ça questionne d'autant plus le respect des individus et de leur façon de vivre. Et donc, l'OMS s'est dit... l'OMS a choisi en fait de faire vivre un texte qui est très méconnu, qui s'appelle la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui est un texte en tout cas qui vit très peu en France, je trouve, en déterminant. Donc l'OMS qui pourtant a été ratifié. A été ratifié par la France très récemment, en 2012, 2020, mais qui date quand même déjà même de avant, 2016. Oui, mais elle l'a ratifié il y a même, je ne sais plus exactement la date, mais en 2012, je crois. 2010, voilà. Ah oui, et donc ça fait un certain temps. Donc c'est un texte qui est méconnu et qui donc l'OMS a essayé d'utiliser les articles de ce texte pour déployer une méthode très pratico-pratique, très concrète d'observation in situ. Alors donc nous on a décidé donc on a dû le traduire entièrement et on le déploie depuis maintenant 6 ans dans des établissements. On a fait le choix finalement de s'articuler avec ce qui existe déjà en France, qui n'existe pas dans tous les pays. Les fameuses visites de la Haute Autorité de Santé, qui sont des visites d'accréditation, qui vont dans tous les établissements en France. Et puis la fameuse contrôleur des lieux de privation de liberté. Et donc on s'est dit qu'il fallait apporter quelque chose de supplémentaire, dans le sens où, comme on a la chance de disposer de ces instances, qui sont des instances de contrôle, de certification, nous on déploie vraiment le Quality Rights dans une notion de, un peu comme ce que nous on appelle ça un rapport d'étonnement, c'est-à-dire qu'en fait on va venir passer 2 jours dans plusieurs unités d'un pôle de soins de santé mentale, en psychiatrie donc, et on va y regarder au total 115 critères, donc c'est très dense, sur des modalités que je vais vous expliquer rapidement, et on va regarder ces dimensions-là qui sont toutes liées aux droits, comme je vous le disais, les droits qui vont être liés à des sujets très tendus, la privation de liberté, la liberté de circulation, la chambre d'isolement, éventuellement la contention, et puis aussi tous les autres droits dont je parlais il y a un instant. Et donc, ces observations, très concrètement, elles se déploient. Pour chaque établissement qui nous sollicite, on crée une espèce d'équipe éphémère, donc dans laquelle il va y avoir 2 salariés de chez nous au CCOMS. Et à l'intérieur de l'équipe, l'OMS recommande qu'il y ait évidemment des usagers de la santé mentale, ce qu'on appelle des experts d'expérience. Toute personne, nous on forme les gens, donc j'en profite, je passe un appel, usagers de la santé mentale, aidants, proches, mais aussi professionnels. On forme régulièrement en ligne, en visio, c'est des formations courtes, évidemment gratuites. Et donc on crée ces équipes très mixtes. Il y aura toujours
toujours au moins un usager de la santé mentale, un aidant ou un proche, souvent membre de l'UNAFAM, et puis des professionnels du soin. Ça va être souvent des infirmiers, des cadres de santé, des psychologues, parfois des chercheurs, des sociologues. C'est très varié. Et au total, on est en général 8. Un psychiatre en général aussi. Et donc on se déplace dans un établissement qui nous l'a demandé. Il faut que ça parte de la volonté. C'est pas du tout une visite surprise avec une notion de sanction. Hein. C'est vraiment un travail on fait un travail avec eux en amont. Ils nous sollicitent, ils ont entendu parler de nous lors d'une réunion comme celle-ci, voilà. Ou bien parce qu'on travaille avec eux sur d'autres choses. Ils ont entendu parler du Quality Rights, ils nous sollicitent et on va vraiment travailler les choses en amont. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait en ce moment que vous réfléchissez à cette question-là ? Pourquoi ces unités-là ? En général, on vient voir 2 à 3 unités d'un coup. Plus rarement, et c'est le cas chez Jean-Marc Destaillat, on le fait à l'échelon d'un pôle complet. Et donc, on interroge avec eux la temporalité. On va vraiment leur expliquer la démarche. Et puis, mon collègue ou moi, on va revenir très concrètement, à peu près 2 semaines avant l'observation, pour présenter aux équipes et aux usagers notre venue, hein, pour expliquer comment ça va se passer, pourquoi on vient, etc. Et donc, l'idée après, c'est de prendre... il y a 2 manières dont cette observation se conduit. C'est des entretiens individuels. L'OMS a produit des documents assez solides qu'on a traduits. Donc, il y a un guide d'entretien qui va passer en revue toutes ces questions des droits. Ces entretiens, ils sont potentiellement assez longs, mais on s'adapte vraiment au temps dont disposent les gens en face de nous. C'est pas des entretiens de recherche. Donc, on fait au mieux avec la capacité de la personne à rester longtemps avec nous, ou bien si elle n'a pas envie que ça soit trop long, etc. Et puis la deuxième modalité, c'est un peu, c'est ce que j'appelle moi traîner dans les couloirs. Donc en fait, on est là pendant 2 jours. Ça fait rigoler Jean-Marc. On se déploie, on va dire, à 3 ou 4 personnes par unité, et puis on échange le 2e jour. Alors on a ces fameux entretiens, on a un planning souvent qu'on essaye de caler à l'avance avec les cadres des unités. Et puis on a aussi vraiment des moments d'observation libre. Alors ça va passer par prendre les repas au maximum, prendre des repas avec les usagers, souvent le midi. Essayer parfois de prendre part à des activités s'il y en a. Mais aussi peut-être arriver à s'infiltrer dans une réunion de temps en temps, une transmission, parfois les transmissions à la mi-journée, voilà. Et puis il y a aussi, on va essayer de sentir comment ça se passe dans cette unité, dans ces unités. Et donc on va passer du temps dans la salle télé s'il y en a une, la salle de loisirs s'il y en a une. On va, quand on est dans un bureau et qu'on a un petit temps mort, on laisse la porte ouverte et on se fait un peu oublier. Hein, voilà, il faut qu'on se fasse un peu oublier pour entendre. L'OMS dit ce sont des observations qu'il faut faire avec ses 5 sens. Il faut goûter la nourriture, faut demander à aller dans une chambre vide et puis voir si les matelas sont confortables, regarder la propreté des sanitaires, regarder dans la salle télé ou dans la salle de loisirs, il y a des jeux de société, oui, mais enfin s'il reste 2 pions, on ne peut pas jouer avec. Regarder s'il y a des revues, des livres à disposition aussi, parce que c'est une grande spécialité, moi je trouve, des services psy, parce que je commence à avoir un peu l'habitude, c'est les magazines télé d'il y a 5 ans, quoi, qui sont sur la table, voilà, et ce genre de choses. Hein, voilà. Donc quand on est chez notre médecin généraliste, c'est pas très grave, parce qu'on est là pour 2 heures, mais quand on est là depuis des mois, c'est autre chose. Voilà, donc on va regarder tout ça, vérifier. Voilà, devant la salle de détente, il y a une belle terrasse. Voilà, elle est de plein pied. Voilà, bon, la porte est fermée. Pourquoi ? Ah oui, non, mais elle est fermée. Elle est ouverte que de telle heure à telle heure. Bon, voilà, on va s'inquiéter de toutes ces questions-là, de circulation, est-ce que les gens, quand ils reçoivent leurs proches, quand il y a des visites, ils ont un peu d'intimité pour les recevoir, est-ce qu'il y a plusieurs espaces qui peuvent s'y prêter, voilà. Donc, je ne veux pas tout vous passer en revue parce que je voudrais qu'on puisse aussi échanger avec Jean-Marc, puis aussi voilà, je pense, il y a beaucoup à dire sur le Quality Rights. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'à posteriori, on revient quelques mois après et on propose une restitution et un rapport. Parce que nous, au terme des 2 jours d'observation, l'équipe éphémère se réunit presque toute une journée en général dans la même,
dans l'hôpital, quoi, c'est avant de repartir. Et on fait une espèce de cotation des 115 critères. Là aussi, l'OMS fournit tout, hein, c'est pas nous qui avons décidé. Donc il y a 5 niveaux de réalisation des critères. L'idée, c'est pas de donner des notes, de juger, voilà, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de proposer ensuite aux soignants, aux usagers, aux professionnels de manière générale aussi, une coloration, une idée de comment les droits, ça se passe dans ces unités. Donc le Quality Right se divise en 5 grands thèmes, dans lesquels il y a un thème fort sur l'habitat, si vous voulez, l'état de l'endroit, aussi bien son état hygiénique que l'état de ses murs, l'état du bâti, l'état des extérieurs, etc. Il y a aussi un thème très fort sur la capacité, les droits. Donc là, on arrive sur les questions de, effectivement, quelles sont les informations qu'on donne aux gens quand ils arrivent. Moi, je vous rejoins tout à fait. Si on parle ne serait-ce que du livret d'accueil, quand on interroge dans le guide d'entretien, tout ça est posé. Hein. Est-ce qu'on demande aux usagers, est-ce qu'on vous a remis un livret d'accueil à votre arrivée? Je ne m'en souviens pas du tout. Le même jour, vous avez des entretiens avec des soignants qui vous disent, ah ben évidemment, on remet toujours le livret d'accueil. Voilà. Donc c'est pareil, est-ce qu'on a parlé aux personnes hospitalisées de la personne de confiance? Ah ben non, on ne m'a pas du tout parlé du fait que je pouvais choisir une personne de confiance. Ah mais si, on en parle toujours. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et nous, ce qu'on essaie finalement souvent de leur redire, c'est vous faites les choses de manière, vous les faites dans les règles, vous le faites à l'arrivée de la personne et c'est important, mais sans doute faudrait-il le refaire 4 ou 5 jours après. Ce ne serait pas si complexe. C'est du même ordre qu'afficher ou laisser la photocopie du document que vous évoquez. C'est du même ordre. Hein. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer aux professionnels ce fameux regard tiers. Parce que quand vous leur dites « mais pourquoi vous faites seulement ainsi et pourquoi pas autrement ?», en général, on n'est pas du tout confronté à des réactions défensives. La réponse qui vient, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça. Ce en quoi, moi, les années passant, je comprends que l'hôpital, c'est un peu ça. L'hôpital, c'est on a toujours fait comme ça. Voilà. Donc, on arrive et on dit « mais pourquoi pas ainsi ?» Et ils disent « ah oui, pourquoi pas ?» Et donc ça, c'est des choses, parfois même, on soulève des choses, je me dis, ça va être un peu ridicule, ce qu'on est en train d'évoquer comme petit sujet, petit détail. Non, parce que en fait, ils n'ont pas forcément le temps de se poser cette question. Alors un exemple, puis après je te passe la parole Jean-Marc, un des premiers établissements dans lequel on est allé, les patients racontaient tous, les usagers racontaient tous, on leur demandait, donc il y a plein de questions sur... comment se passent les journées finalement. Et donc il y a plein de patients qui disaient, voilà, alors ici, nous, il faut tous qu'on se lève très tôt, puis il faut tous qu'on aille prendre notre douche avant le petit déjeuner, après il faut tous qu'on aille prendre nos traitements, on fait la queue pour prendre le traitement, et seulement quand on a pris le traitement, on a le droit d'aller prendre le petit déjeuner. Alors on attend tout le temps, on attend pour la douche, on attend, et après, il n'y a rien à faire de la matinée. Et donc, finalement, on ne voit pas très bien pourquoi on ne pourrait pas prendre sa douche le soir, ou prendre le petit déjeuner un petit peu plus tard. Voilà. Alors, nous, on a questionné, parce qu'en fait, ça paraissait un petit peu ubuesque. Alors, on disait, non, il y a des trucs qui ont dû nous échapper. Il y a des contraintes fortes. C'était pas clair, quoi. Pour nous, on se disait, ça paraît trop simple, cette affaire. En fait, c'est juste que les chambres étaient à l'étage et que les soignants avaient décidé que, bon, voilà, il fallait que tout le monde descende en même temps, puisque les gens ne pouvaient pas rester à l'étage sans surveillance. Et en bas, la raison pour laquelle il fallait d'abord aller aux médicaments et ensuite au repas, bon, moi, naïvement, je me suis dit, alors ça doit être lié au fait que, je sais pas, il faut peut-être les prendre à jeun, je sais pas. Pas du tout. C'était parce que c'était comme ça. Il fallait d'abord aller aux médicaments, ensuite au petit déjeuner. Et donc... voilà, en restitution, on a posé toutes ces choses-là en disant, bon, peut-être quand même que... Enfin voilà, si on se place dans l'idée que certaines de ces personnes vivent là depuis des mois, c'est un petit peu quand même, et ça c'est quelque chose qui choque beaucoup les soignants quand on le dit, mais c'est un petit peu comme si elles habitaient là. C'est parce qu'elles le souhaitent, hein. Elles n'ont pas vraiment prévu d'habiter là. Mais quelqu'un qui est là depuis 4, 5, 6 mois, voilà, c'est compliqué, quoi. Et ça c'est un truc qui un peu les secoue. Et je pense que c'est à partir de ces moments qu'on peut un petit peu travailler des évolutions. C'est-à-dire leur dire, voilà, parce que vous voyez, moi par exemple, je suis pas soignante, je suis pas ni psychiatre, ni psychologue, ni infirmière, etc. Donc je suis un peu de la société civile. Donc moi, quand j'ai démarré ce programme avec mon collègue, je pense que même si j'étais là à titre professionnel, j'ai vraiment découvert l'hôpital de soins en santé mentale, ce qui est vraiment quand même très différent de l'hôpital
somatique. Je pense que c'est vraiment ça que propose le Quality Rise, c'est-à-dire qu'on est une série d'étonnés. On s'étonne de plein de choses sans agressivité et aussi bon bah il y a la question effectivement des questions tendues comme l'isolement et la contention. Là par exemple ce qu'on va questionner c'est des habitudes aussi, hein, un service qui faisait où les gens arrivent les gens qui sont hospitalisés arrivent souvent en voiture, soit en ambulance, soit voilà, et ils arrivaient par par le sous-sol parce qu'il y avait une entrée voiture qui était très pratique, voilà, et donc tout le monde arrivait quasiment par là parce que c'était un hôpital un peu en campagne, donc personne n'arrivait autrement qu'en voiture finalement. Et donc ils avaient complètement réaménagé, ils avaient une unité flambant neuve qui avait plein d'avantages d'ailleurs par ailleurs. Et dans cette unité, lorsque vous arriviez en voiture, vous commenciez par une espèce de petit sas dans laquelle il y avait une armoire avec tous les pyjamas de toutes les tailles. Pour que tout le monde puisse se mettre bien à l'aise. Et juste après, il y avait un couloir, tout était tout propre, tout neuf, 3 chambres d'isolement, 2 chambres d'apaisement. Et c'était avant, si vous voulez, d'arriver dans l'unité. Et donc on va essayer de leur dire, mais en fait, le problème, c'est que c'est incitatif pour vous, les soignants. C'est presque trop facile. C'est notre directeur à l'époque, directeur du CCOMS, qui a une longue habitude de la psychiatrie, qui a modifié complètement son propre service pour arrêter l'isolement, arrêter la contention. Il leur a dit tout de suite, il leur a dit, voyez, ça à mon sens, c'est préjudiciable à l'usage. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, les soignants avaient des paroles assez ambivalentes en disant, mais vous savez, parfois, la personne est agitée en arrivant, finalement, la chambre d'isolement, ça va durer 30, 40 minutes, ça va être juste un sas. Mais en fait, on disait, mais alors pourquoi est-ce qu'il ce serait forcément une chambre d'isolement ? Pardon d'intervenir, mais sur la question de l'isolement en particulier, là encore, il y a du droit. Les conditions dans lesquelles on peut placer quelqu'un à l'isolement, c'est pas juste comme ça, aujourd'hui, je l'ai joué au dé, j'ai fait un double 6 et c'est sur toi que c'est tombé. Ça marche pas comme ça. Il y a des conditions légales. De même qu'il y a des conditions légales pour placer quelqu'un en hospitalisation sans consentement. C'est pas juste vous avez besoin de soins, pouf, ah bah c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut vérifier. Et là encore, le droit a son importance et l'effectivité du droit de vérifier ces points-là. Et ça, c'est la charge du juge. Et le juge, il peut le faire que si quelqu'un lui suggère. Il n'y a pas de génération spontanée. Il peut pas. Quand je dis ça, c'est pas juste pour dire que le juge le ferait pas de lui-même. C'est que c'est techniquement, sans vous embêter avec des considérations trop professionnels, mais ces contrôles sont régis par la procédure civile. En procédure civile, le juge n'est saisi que parce qu'on lui soumet. Il ne se saisit pas lui-même. Il ne dit pas tiens, oh, il y a ça dedans. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que quelqu'un lui dise. La personne qui peut lui dire, c'est le professionnel qui est en face, c'est l'avocat. Et c'est l'avocat qui peut effectivement dire mais comment se fait-il que cette personne, à son arrivée, alors que rien ne permet de s'assurer qu'il y avait les conditions requises pour un placement à l'isolement et qu'on n'a pas essayé autre chose parce que ce sont des mesures qui doivent être subsidiaires, qui doivent être proportionnées. Donc il faut avoir les justificatifs qu'on a essayé autre chose et que ça n'a pas marché, etc., etc. Alors on en est arrivé là. Mais ça, c'est du droit. Voilà, et c'est du droit effectif. Pardon pour cette parenthèse. Merci. Bérénice, je vous laisse poursuivre. Jean-Marc Destaillat nous attend. Je vais passer la parole au chef de pôle, comme ça vous aurez aussi ces éléments de retour de terrain.